Bonjour à tous, Luc Le Saouz du service production Salin Holidays. Je vous propose de partir aujourd'hui à 12h30 de vol de Paris. Je vous propose de partir à l'autre bout du monde, dans ce que beaucoup considèrent comme une des plus belles destinations touristiques au monde, le Vietnam. C'est en tout cas un pays extrêmement exotique et dépaysant que je vous propose de découvrir maintenant en images. Un pays dont les liens sont très forts avec la France, le Vietnam ayant fait partie de l'Indochine française de 1887 à 1954. Je vous propose de voyager aujourd'hui en Asie du Sud-Est, une région qui englobe plusieurs pays autour du Vietnam, de la Birmanie à l'ouest aux Philippines et à l'Indonésie à l'est. Pour la partie continentale, sans les Philippines et l'Indonésie, on parle encore aujourd'hui de péninsule indo-chinoise avec des pays comme la Thaïlande, le Laos, le Cambodge ou le Vietnam. Dans cette péninsule indo-chinoise, le Vietnam occupe une situation géographique particulière avec un pays qui a schématiquement la forme d'un S et qui s'étale le long d'un littoral de plus de 3200 km, le long de la mer de Chine. C'est un territoire tout en longueur qui s'étend sur 1650 km du nord au sud. Pour avoir une idée des distances, sachez qu'il y a 1740 km par la route de Hanoï, la grande ville du nord, à Saigon, la métropole du sud. Et pour être complet, je dois vous préciser que le Vietnam couvre une superficie de 330 000 km², ce qui est comparable à la superficie de la Norvège, avec laquelle elle partage en plus la particularité d'avoir un territoire tout en longueur. Le Vietnam est un pays relativement montagneux. Les collines et montagnes couvrent à peu près les trois quarts du territoire du pays. Le point culminant se trouve dans le nord, près du tristement célèbre champ de bataille de Dien Bien Phu, près de la frontière avec la Chine et le Laos. Le plus haut sommet du Vietnam atteint dans cette région les 3143 mètres d'altitude. Ce sont des altitudes qui sont comparables à celles que l'on peut observer dans les Pyrénées. Pour le reste, la géographie est marquée par la présence de deux grands deltas qui apparaissent sur cette carte, celui du fleuve Rouge dans le nord et celui du Mékong dans le sud. On aura l'occasion d'en reparler dans quelques minutes. Sur le plan démographique, sachez que le Vietnam compte actuellement un peu plus de 100 millions d'habitants. C'est sensiblement plus que la France. Le pays n'étant pas très grand, la densité de population est donc élevée, 311 habitants au kilomètre carré, ce qui est comparable à la densité de population de la Belgique, pour prendre un exemple qui nous est proche, et qui est un des pays les plus densément peuplés en Europe, avec les Pays-Bas. Sur cette bande de terre de 1650 km de long, habitée par plus de 100 millions d'habitants, le Vietnam abrite deux grandes métropoles, Saigon au sud, dont on parlera tout à l'heure, et Hanoï au nord. Hanoï qui est situé dans ce que les Français appelaient autrefois le Tonkin, à l'époque de l'ancienne Indochine française. Hanoï compte aujourd'hui un peu plus de 8 millions d'habitants. C'est actuellement une ville en plein développement avec la construction de gratte-ciel qui lui donne un aspect moderne sur le modèle des villes chinoises ou thaïlandaises. Alors, Hanoï n'est pas en bord de mer, elle est située au centre de la plaine du delta du fleuve Rouge, à environ 140 km de l'embouchure du fleuve. C'est une ville située dans un delta, elle est donc plutôt aquatique avec plusieurs dizaines de lacs et des marécages. Hanoï est aujourd'hui la capitale de la République socialiste du Vietnam, un État qui a été réunifié en 1976 après le départ des Américains. Elle abrite toutes les institutions centrales, dont le palais présidentiel, que vous avez ici en photo, et qui est situé dans un palais construit par les Français entre 1900 et 1906. C'est dans les jardins de ce palais présidentiel que l'on peut voir aussi la maison sur pilotis de Ho Chi Minh, le père de l'indépendance du Vietnam, une maison où il a vécu de 1958 jusqu'à sa mort en 1969. Autre institution centrale à voir à Hanoï, le Parlement vietnamien, conçu par des Allemands, inauguré en 2014. Alors pour ceux qui connaissent Berlin, on retrouve ici un peu le style architectural des constructions de l'ancienne capitale de la RDA. Hanoï est une ville ancienne avec un patrimoine historique bâti en partie au Moyen Âge, grâce à la présence de la cour impériale pendant toute cette période. La ville abrite encore aujourd'hui d'importants vestiges de la période coloniale,
Les Français se sont installés dans le Tonkin à partir de 1888. À partir de cette date, ils ont construit de nombreuses infrastructures, dont certaines sont encore visibles aujourd'hui, dont le pont Paul Doumer, inauguré en 1903. Le centre d'Hanoï abrite plusieurs édifices de la période coloniale que l'on découvre au fil des déambulations dans la ville. C'est le cas notamment de l'Opéra, ouvert au public en 1910 et inspiré de l'architecture de l'Opéra Garnier à Paris. Autre exemple de l'héritage laissé par les Français après l'indépendance en 1954, l'ancienne résidence du gouverneur du Tonkin, un très beau palais construit en 1918. Il faut une bonne journée de visite pour avoir un aperçu complet des sites les plus importants de la ville. Et parmi les incontournables, il y a le mausolée de Ho Chi Minh, le père de l'indépendance. C'est sur cette place, qu'on appelle aujourd'hui la place Ba Dinh, que Ho Chi Minh a lu la déclaration d'indépendance du Vietnam en 1945. L'architecture de ce mausolée a été inspirée par celle du mausolée de Lénine à Moscou. Le corps de Ho Chi Minh est conservé dans le froid sous un sarcophage de verre éclairé par des lumières tamisées. La dépouille n'est visible normalement que le matin, de 9 h à midi. Il n'est donc pas toujours possible de le voir, malheureusement. Le mausolée est souvent fermé pour entretien du corps. On ne peut donc jamais l'inclure dans les programmes car nous ne sommes pas sûrs du tout de pouvoir garantir la visite. À quelques centaines de mètres du mausolée s'élève la pagode à pilier unique, un des monuments emblématiques d'Hanoï. Cette pagode est une reconstitution après différentes destructions. La première pagode à pilier unique construite à cet endroit l'aurait été au XIe siècle. C'est un des monuments que tous les touristes prennent en photo à Hanoï. La ville est parsemée de plusieurs lacs, dont le plus important est le lac de l'épée restituée, c'est son nom. Hanoï abrite aussi plusieurs pagodes, notamment la pagode Tran Quoc, une pagode de 11 étages qui représente chacun une étape de la vie de Bouddha. En fait, ce qui marque le plus les visiteurs à Hanoï, surtout quand la ville constitue la première étape du voyage au Vietnam, c'est l'animation des rues de la ville, et notamment le nombre impressionnant de motos et de cyclomoteurs qui circulent dans la ville. Cela en est même incroyable, notamment aux heures de pointe. On arrive à voir des bouchons de motos, assez étonnant. Un des plaisirs d'un voyage au Vietnam, c'est d'observer la vie de la rue. On y croise une multitude de vendeurs ambulants, avec souvent des couleurs qui font le bonheur des photographes. Hanoï est une étape incontournable dans tout circuit touristique au Vietnam, pour son patrimoine, mais aussi pour sa proximité de la baie d'Along. L'embarcadère pour les croisières en baie d'Along se trouve à 150 km du centre d'Hanoï, 150 km qui sont souvent la première approche du Vietnam rural. La route traverse plusieurs villages où le temps semble figé. Comme à Hanoï, on croise des marchands ambulants qui vendent des fruits et des légumes. C'est un peu le royaume de la débrouille, avec parfois des situations étonnantes, des vélos ou des motos qui sont chargés comme des mules. Il en résulte toujours de très belles photos pour les photographes amateurs. Voici quelques clichés pris sur le vif dans les campagnes vietnamiennes. Comme vous pouvez le voir, il y a parfois des situations cocasses, comme on n'en voit nulle part ailleurs. C'est une photo tout à fait réelle, une scène étonnante, comme vous pourrez en observer régulièrement pendant votre voyage. Quand je vous disais que l'on voit de tout sur les motos, c'est vraiment de tout. Je me souviens notamment avoir vu un motocycliste transporter une vache sur son porte-bagages. Donc des petits cochons, ça n'a rien de très étonnant au Vietnam. Le parcours de 150 km à travers la campagne vietnamienne se termine en apothéose, dans ce qui est considéré par beaucoup un des plus beaux paysages maritimes au monde, la baie d'Along. La baie d'Along s'étend sur plus de 1500 km². Elle est ouverte sur le golfe du Tonkin et abrite 1969 îles karstiques calcaires de différentes tailles, certaines îles étant de simples pitons karstiques qui s'élèvent verticalement au-dessus de la mer. Elle fait partie du club très fermé des plus belles baies au monde. Elle a été élue en 2011 une des 7 nouvelles merveilles de la nature. Du coup, elle est bien sûr un des hauts lieux du tourisme au Vietnam. Tous les touristes au Vietnam embarquent pour une croisière dans la baie.
On peut donc y croiser des centaines d'embarcations de toutes les tailles, de tous les styles. On y croise aussi une population locale qui vit dans des villages flottants. Environ 1200 personnes vivent dans ces villages, principalement de la pêche, de l'aquaculture, de l'ostréiculture et de la perliculture. La croisière dans la baie est ponctuée par des escales sur certaines îles, notamment pour visiter les grottes qui se cachent dans les rochers karstiques. Certaines de ces grottes sont magnifiquement mises en lumière. C'est le cas notamment de la grotte des Merveilles ou la grotte de la Surprise, les deux grottes les plus visitées par les touristes. Le fin du fin de la croisière en baie d'Along est celle effectuée sur une jonque traditionnelle. L'idéal est d'embarquer pour une croisière de 24 heures, avec nuit au mouillage, entre deux pitons karstiques. Le lever au petit matin est, je vous l'assure, un moment inoubliable dans de tels paysages. C'est à vivre au moins une fois dans sa vie. Ces croisières de 24 heures sont effectuées sur des bateaux très confortables, des bateaux qui vont de 2 à 25 cabines selon le modèle. Vous avez ici en image un exemple de cabine standard avec une vue extraordinaire sur les paysages de la baie. À noter que ces cabines sont équipées d'une petite salle de bain privative. Je vous propose maintenant de revenir sur la terre ferme et de laisser derrière nous les merveilleux paysages de la baie d'Along. À une centaine de kilomètres au sud d'Hanoï, la province de Ninh Binh abrite une autre merveille de la nature, ce que l'on appelle la baie d'Along terrestre. On est ici sur la rive méridionale du fleuve Rouge. On retrouve ici un paysage de pitons karstiques, sillonné de vallées, pour certaines immergées, et encadré de falaises abruptes, presque verticales. Les pitons karstiques rappellent ceux de la baie d'Along maritime, dans le golfe du Tonkin. C'est pour cette raison que cette région est surnommée la baie d'Along terrestre. La plupart des touristes effectuent une promenade en barque sur la rivière qui serpente entre les pitons. Le point de départ de cette promenade est à Tam Kok, à 6 km environ de la ville de Ninh Binh. Voici quelques images de cette promenade en barque dans ces paysages uniques au monde. Les vallées au pied des pitons sont couvertes de rizières, ce qui rajoute du charme et de l'exotisme à la promenade. C'est un moment de quiétude, de tranquillité, dans un environnement totalement préservé par l'homme. Les photographes peuvent se donner à cœur joint pendant cette promenade au cœur de la campagne vietnamienne, dans ce qui est un des plus beaux paysages du nord du Vietnam. À propos de paysages magnifiques, je vous propose de partir maintenant pour l'extrême nord du pays, jusqu'à la frontière chinoise. La région de Sapa, dans le nord du Vietnam, est une région de montagne. Sapa est située à 315 km au nord-ouest de Hanoï. Pour l'anecdote, c'est dans cet extrême nord, près de la frontière laotienne, que se trouve aussi la tristement célèbre cuvette de Dien Bien Phu. Traditionnellement, le parcours de 300 km se fait en train pour rejoindre la frontière chinoise. Le voyage peut se faire en train de jour comme en train couchette de nuit. Le train circule jusqu'à la ville frontalière de Lao Cai et les 25 derniers kilomètres se font par la route de Lao Cai à Sapa. Sapa est une petite ville de 80 000 habitants située en altitude, à 1500 mètres exactement. Il peut y faire très froid. Il faut donc prévoir des vêtements chauds pour séjourner à Sapa. La ville n'a pas de charme particulier. Son charme, ce sont ses marchés où l'on croise des populations locales et notamment les membres des minorités ethniques qui habitent cette région. L'intérêt majeur d'un voyage à Sapa, ce sont les petites randonnées que l'on peut effectuer dans la région, dans des somptueux paysages de rizières en terrasse. Les vallées qui entourent Sapa sont parsemées de villages. La culture du riz est l'activité historique des habitants de la région. L'homme s'est adapté au relief et a aménagé au cours des siècles des terrasses sur des pentes parfois abruptes. Il en résulte un paysage somptueux, un peu la carte postale de l'Asie, comme pour les rizières en terrasse du nord de la Thaïlande ou celles du centre de l'île indonésienne de Bali. Ces petites randonnées de 3, 4 ou 5 km organisées dans les environs de Sapa sont accessibles à tous. Ce sont des promenades que l'on peut considérer comme grand public.
Ces randonnées permettent notamment d'observer les agriculteurs au travail, dans les champs. Elles permettent aussi de croiser les membres des minorités ethniques qui peuplent la région, des minorités qui portent encore leur tenue traditionnelle. C'est comme cela que l'on distingue par exemple les Hmong ou les Dao, pour citer deux de ces minorités. Les promenades de village en village permettent d'entrer vraiment dans la vie de ces populations et d'approcher de très près des habitants avec qui on a l'occasion d'échanger quelques sourires à défaut de grandes conversations. Voici en photo le village de Katkat, qui est un des plus visités, notamment pour la belle cascade qu'il abrite. Katkat est habité essentiellement par la minorité Hmong, une population qui porte une tenue traditionnelle de couleur noire. Je vous propose maintenant de quitter le Tonkin et de prendre la direction de l'ancienne Annam, dans le centre du pays, entre Hanoï et Saigon. Deux villes méritent à elles seules l'escale dans la région, ce que les Français appelaient l'Annam à l'époque de l'Indochine française. Hue, l'ancienne capitale impériale du Vietnam, et Hoi An, une petite ville qui a magnifiquement traversé le temps pour être aujourd'hui un des plus beaux exemples de port traditionnel du sud-est asiatique. À noter que les deux villes sont distantes de seulement 140 km. Escale d'abord à Hue, une ville qui compte aujourd'hui un peu plus de 340 000 habitants et qui est traversée par la rivière des Parfums, c'est son nom. Hue est une ville importante dans l'histoire du Vietnam. Elle a été capitale impériale du pays durant le règne de la dynastie des Nguyen. C'était de 1802 à 1945. De cette époque, elle conserve une très importante citadelle que vous apercevez sur la gauche de cette photo, au bord de la rivière des Parfums. Voici une vue aérienne de la citadelle de Hue, une citadelle qui est entourée de hauts murs qui s'étendent sur plus de 10 km de long. À l'intérieur de la citadelle s'étend la cité impériale, elle-même entourée de hauts murs sur un périmètre de 2,5 km. Voici la cour principale de la citadelle, avec l'entrée principale qui se fait par la tour du drapeau, au fond de la photo. Et sur cette cour principale, faisant face à la tour du drapeau, voici la porte du Midi, qui est l'entrée principale dans la cité impériale. Une cité impériale qui comporte plusieurs portes magnifiques, dont la porte du Vietnam, c'est son nom, que vous avez ici en image. Voici quelques photos de l'intérieur de la citadelle de Hue, une étape incontournable dans tout circuit touristique au Vietnam. Une visite qui permet de se plonger dans les fastes de la monarchie qui a dominé le pays pendant près de 150 ans. Je vous le disais il y a quelques instants, la petite cité de Hoi An est située à seulement 140 km au sud de Hue. Nous sommes ici sur le littoral de la mer de Chine et Hoi An est un lieu de séjour prisé pour ses plages. En fait, Hoi An est une petite cité portuaire qui a été pendant longtemps une escale importante sur les routes maritimes du commerce de la soie. À partir du XVe siècle, des marchands se sont installés ici et ont construit de magnifiques demeures. La rivière qui abritait le port historique s'est ensablée au fil des siècles et l'escale de Hoi An a été abandonnée au profit de la ville voisine de Da Nang. Hoi An est tombée dans l'oubli pendant 3 siècles pour notre plus grand plaisir aujourd'hui, puisque la ville a été miraculeusement conservée. Hoi An abrite aujourd'hui 844 maisons et monuments classés dans des styles architecturaux variés, que ce soit chinois, japonais ou français. Voici une vue aérienne de la vieille ville avec, vous le remarquerez en haut de la photo, un pont couvert qui est le monument le plus emblématique de Hoi An. Ce pont couvert est appelé le pont japonais. Il a été construit en 1719 pour relier le quartier japonais au quartier chinois. Il est exactement dans le même style et dans le même état qu'au moment de sa construction en 1719. Je vous propose maintenant de descendre plein sud, dans la région de Saigon, que les Français appelaient la Cochinchine à l'époque de l'Indochine française. La région présente plusieurs sites touristiques majeurs, dont bien sûr Saigon, que les Vietnamiens appellent aujourd'hui Ho Chi Minh Ville. Saigon, qui est aussi le point de départ de la découverte du delta du Mékong,
La ville de Kanto est souvent la ville utilisée par les voyageurs comme étape au cœur du delta. Kanto qui est situé à 163 km de Saigon. Ho Chi Minh Ville, Saigon si vous préférez, est la plus grande ville du Vietnam. Elle est plus peuplée qu'Hanoï. La ville compte près de 9 millions d'habitants et même 13 millions si on compte toute l'agglomération. C'est une ville qui change très vite avec la construction de gratte-ciel aux dépens des vieux quartiers traditionnels. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est une ville trépidante avec des déplacements qui se font essentiellement sur de petites motos ou à vélo. C'est quelque chose que l'on observe aussi à Hanoï, mais c'est toujours très impressionnant. Les rues de Saigon sont remplies de motos, avec même des bouchons de motos aux heures de pointe. La circulation est un spectacle à elle seule. Vous pouvez passer des heures à observer la circulation. Il y aura toujours un détail amusant ou intrigant pour vous occuper. Et quand ce ne sont pas les motos qui attirent l'œil, ce sont les étudiantes à vélo qui constituent un joli sujet pour les photographes. Voici encore quelques photos de rue de Saigon avec des scènes parfois étonnantes. Je vous le disais, on peut voir vraiment de tout sur les motos au Vietnam. On croise aussi les paysannes de la région de Saigon qui font parfois des dizaines de kilomètres pour vendre leurs cueillettes en ville. Leurs étals sur les vélos sont toujours très colorés et font de beaux sujets pour les photographes. Comme à Hanoï et dans tout le Vietnam, la présence coloniale française est encore assez visible. Sur cette photo, c'est un lycée du centre qui porte encore le nom qu'il avait avant l'indépendance en 1954. Les monuments les plus emblématiques de la ville sont encore ceux construits par les Français pendant toute la période coloniale. Je vous rappelle que la Cochinchine a été la première colonie en Indochine. Les Français se sont installés à Saigon en 1862, alors qu'ils n'ont été maîtres du Nord qu'à la fin des années 1880, ce qui fait que la ville s'est parée très tôt de monuments d'inspiration française. Notamment la cathédrale Notre-Dame de Saigon, qui est bien sûr un des monuments les plus visités de la ville. Elle a été construite entre 1877 et 1880. Elle possède à l'intérieur de très beaux vitraux, dont certains sont les originaux, issus des ateliers de la ville de Chartres, en France. Juste à côté de la cathédrale, à droite, sur cette photo, vous remarquerez ce grand bâtiment de couleur jaune. Il s'agit de l'ancienne poste, qui est située sur une place qu'on appelait à l'époque la place de la Commune de Paris. Le bâtiment a été construit entre 1886 et 1891. À l'intérieur, on retrouve les aménagements d'époque, avec notamment une très belle charpente métallique qui a été conçue par Gustave Eiffel en personne. On trouve aussi à l'intérieur des cartes murales d'époque, un plan de Saigon ou une carte du delta du Mékong datée de 1936. C'est cette carte de 1936 que vous avez ici à l'écran. Je vous l'ai dit, Saigon possède un important patrimoine datant de l'époque coloniale, avec notamment de très belles églises construites par les Français. À ce propos d'ailleurs, je ne vous ai pas signalé qu'il y aurait encore aujourd'hui près de 5 millions de catholiques au Vietnam, ce qui représente un peu plus de 5,7% de la population. La plupart des Vietnamiens se déclarent non affiliés à une religion, la plus grande communauté étant la communauté bouddhiste qui regrouperait à peine 14% de la population. Pour en revenir au patrimoine de Saigon, voici un autre monument datant de l'époque coloniale. C'est l'Opéra, construit en 1900 et inspiré de l'architecture du Petit Palais à Paris. L'Hôtel de Ville également, construit entre 1902 et 1908, dans le pur style colonial français. Un hôtel de ville qui est magnifiquement illuminé la nuit, une illumination mise en place par les services d'éclairage de la ville de Lyon. Saigon est une ville très intéressante, une ville qu'il faut absolument découvrir pour son architecture et pour son ambiance trépidante. Saigon est aussi le point de départ pour la visite du delta du Mékong et ses rizières à perte de vue. Avec ses 4300 km de long, le Mékong est un des plus longs fleuves au monde. On le voit sur la carte de gauche, il prend sa source en Chine avant de faire office de frontière naturelle entre le Laos et la Thaïlande. Il traverse le Cambodge avant de se jeter dans la mer par un large delta qui est entièrement en territoire vietnamien. Sur la carte de droite, on voit le delta tel qu'il était à l'époque de la Cochinchine française.
le delta qui est appelé encore aujourd'hui par les Vietnamiens le delta des 9 dragons. Voici justement un de ces 9 dragons au niveau de la ville de Can Tho. Le delta est très densément peuplé, hein, c'est une région qui abrite aujourd'hui plus de 18 millions d'habitants. La ville la plus importante du delta est donc Can Tho, une ville qui compte un peu plus d'1 million d'habitants, une ville qui est le point de départ des excursions vers les villages avoisinants et leurs célèbres marchés flottants. Can Tho est le lieu de séjour habituel pour la plupart des touristes en séjour dans la région. Un des grands intérêts du delta du Mékong pour les voyageurs est la découverte du mode de vie des populations, dont les activités sont liées au fleuve. La découverte du delta se fait essentiellement sur l'eau, en naviguant de ville en ville, de village en village. C'est cette navigation qui permet d'accéder au célèbre marché flottant que l'on peut découvrir tous les jours. C'est un moment toujours très étonnant que d'assister au commerce des fruits et des légumes cultivés dans le delta. On y croise des centaines d'étals flottants, toujours très colorés. Ça négocie dur entre vendeurs et acheteurs. C'est un moment qui permet d'entrer de très près dans la vie quotidienne des Vietnamiens. Un moment qui permet aussi de faire de très belles photos, avec notamment des portraits qui peuvent être pris sur le vif, sans déranger personne. Voici quelques exemples de belles photos, hautes en couleurs, prises sur un des marchés flottants de la région de Can Tho. Des marchés hauts en couleurs et parfois odorants, des marchés dont vous conserverez des souvenirs inoubliables, une sorte de fin en apothéose de votre voyage au Vietnam, qui est, à mon avis, une des plus belles destinations touristiques au monde. J'espère en tout cas vous en avoir convaincu. Je vous propose maintenant de découvrir les conditions qui attendent les voyageurs souhaitant se rendre au Vietnam. Sachez que nous disposons de notre propre bureau au Vietnam, une équipe de professionnels du tourisme qui offre à nos clients un service de grande qualité, tant au niveau des prestations fournies que de l'accueil. Nous avons notamment une équipe d'excellents guides francophones qui connaissent parfaitement les attentes de la clientèle française. La qualité du guidage est quelque chose que nous soignons particulièrement, et pas seulement au Vietnam, partout dans le monde. Le Vietnam est relié à la France par des vols directs assurés par 2 compagnies, Air France sur Ho Chi Minh Ville, sur Saigon, et Vietnam Airlines. Il existe bien sûr d'autres compagnies qui desservent le Vietnam, notamment Qatar Airways via Doha et Emirates avec une escale et un changement d'avion à Dubaï. À noter, et c'est une spécificité de la destination, que l'arrivée au Vietnam se fait par un aéroport et le départ par un autre aéroport. Alors dans le jargon du tourisme aérien, on appelle ça un open jaw. C'est un anglicisme. Généralement, les voyages commencent donc à Hanoï et se terminent à Saigon, ou inversement. Au niveau des formalités, le Vietnam est un pays qui a fait le choix de ne plus imposer de visa aux touristes français, au moins pour les séjours de moins de 15 jours. Il suffit donc d'avoir un passeport encore valable 6 mois après la date du retour de voyage. Ça facilite considérablement les préparations au voyage. Un voyage au Vietnam implique un décalage horaire auquel il faut s'adapter pendant les premiers jours. Sachez que le décalage horaire n'est que de 5 heures pendant l'été et de 6 heures à partir du changement d'heure que nous pratiquons tous les ans à la fin du mois d'octobre. Pendant l'hiver, quand il est midi en France, il est 18 heures au Vietnam. En bon état indépendant, le Vietnam possède sa propre monnaie, le dong. Sachez que vous serez vite millionnaire en dong. Il vous suffira de changer ou de retirer 43 € pour avoir 1 million de dong. Autrement dit, le cours du dong est actuellement de 23 000 dong pour 1 euro. Sur le plan météo, sachez que le Vietnam a un climat tropical avec une saison sèche et une saison des pluies. Il faut donc bien préparer et bien regarder les conditions climatiques avant de choisir les dates de son voyage. Il faut donc privilégier la saison sèche qui va du mois de novembre au mois d'avril inclus. A l'inverse, il vaut mieux éviter la période des pluies, du mois de mai au mois d'octobre, surtout si vous n'avez pas envie d'avoir les pieds dans l'eau une partie de votre voyage, comme cette touriste chinoise à Hoi An. Je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon des circuits que nous proposons actuellement au Vietnam, dans le catalogue Salin Holidays. Nous avons actuellement 7 circuits au Vietnam, dont plusieurs sont combinés avec d'autres pays.
le Cambodge ou le Laos par exemple. Parmi ces 7 circuits, il y a le circuit Escapade vietnamienne en 12 jours, avec une arrivée par Saigon et un départ de Hanoï. Ce circuit est le circuit classique avec la découverte de Saigon, du delta du Mékong, de Hoi An et de Hue, et de la baie d'Along et de Hanoï dans le nord. Autre circuit, plus long, celui-là en 16 jours, le circuit Sourire d'Indochine, avec un programme similaire au circuit Escapade vietnamienne, et l'aller-retour en plus à Sapa, dans le nord, à la rencontre des minorités. Le circuit le plus complet, concentré uniquement sur le Vietnam, est le Grand Tour du Vietnam en 21 jours. Alors, sur une telle durée, il est bien sûr très complet, avec un parcours de Saigon à Hanoï entièrement par voie terrestre. Le best-seller de notre catalogue est depuis des années le combiné Vietnam-Cambodge en 17 jours. Il permet une découverte complète du Vietnam, combinée avec la découverte de Phnom Penh et les temples d'Angkor au Cambodge. A noter que cet itinéraire a la particularité de se terminer à Bangkok, la capitale thaïlandaise. Autre combiné Vietnam-Cambodge, ce circuit en 18 jours, un jour de plus que le précédent, avec en plus la rencontre des minorités ethniques dans la région de Sapa, près de la frontière chinoise. Nous proposons aussi la possibilité de coupler la découverte du Vietnam avec celle de Dubaï et de Abu Dhabi, grâce au vol de la compagnie Emirates, qui nous autorise ce qu'on appelle un stopover, un arrêt de 3 nuits à Dubaï. C'est plutôt sympa comme programme. Et enfin, et c'est une nouveauté 2023, nous proposons un combiné en 20 jours du Vietnam, du Cambodge et du Laos, sur un itinéraire qui intègre les 3 pays de l'ancienne Indochine française. C'est certainement un des plus beaux programmes touristiques que l'on puisse effectuer en Asie. Le budget est assez conséquent, mais il s'explique notamment par les 4 vols intérieurs réservés pour ce voyage, qui, je n'en doute pas, sera un de nos best-sellers sur la destination dans les prochaines années. Voilà, j'espère vous avoir donné l'envie de partir à la découverte de ce magnifique pays qu'est le Vietnam. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite plein de voyages dans les prochains mois et pourquoi pas en Asie du Sud-Est, une des plus belles destinations de notre catalogue de voyages. Merci et à bientôt.